Bonjour Bruno Mazzocchi, on a le plaisir d'être chez toi aujourd'hui, dans ta maison. Tu nous accueilles et tu as accepté de livrer à la mémoire, à la transmission mémorielle, ton expérience d'ufologue. Tu aimes te définir comme un ufologue de terrain. Tu nous expliqueras ce que tu entends par là dans ce concept d'ufologue de terrain. Là, tu habites Rosières, en Ardèche. Tu es une personnalité reconnue dans le monde de l'ufologie en raison de tes nombreuses enquêtes et de ton passé qu'on va découvrir à travers tout ce que tu vas nous rapporter. Je voudrais aujourd'hui qu'on commence par parler des origines. Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce qu'il y a eu des événements déclencheurs qui ont fait que tu t'es pris de passion pour ce sujet? Et si tu pouvais nous résumer un petit peu ces premières étapes de ton cheminement d'ufologue de terrain. Oui, ben, c'est une aventure qui a débuté en 1967, exactement à la mi-novembre de l'année 1967. Mon père, on avait une maison de campagne dans le Nord-Isère, au Vieux-Sablonnières, et mon père me descendait à l'école de Jules Guesde, à Bron. Et donc ce matin-là, donc on part de bonne heure, et sur la route, après la cité médiévale de Crémieux, en arrivant vers le petit village de Jamézieux, vers le pont de la Bourbe, on traverse le pont et on commence à monter la route. Et mon père, au volant de sa 404 Peugeot de l'époque, me dit oh tiens, regarde une soucoupe volante. Et je lui dis c'est quoi une soucoupe volante? Il me dit on sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça vient, voilà c'est là. Et donc on regarde, et qu'est-ce que je me souviens avoir vu, donc on n'était pas très loin, à peu près à 300 mètres maximum, tant que je me souvienne, j'ai observé un disque gris éteint qui tournait sur lui-même silencieusement au-dessus des peupliers et pas très loin de l'école communale de Jamézieux. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que c'est pas un avion, c'est pas un ballon. Et on regarde ça avec mon père et puis à un moment donné le disque s'incline et il part comme une flèche. Bon, voilà, et puis bon, mon père avait son entreprise à gérer et puis il m'a amené à l'école. Et donc, voilà, on continue la route, et puis après, bon, je vais en parler à l'école, mais bon, ça va faire rigoler mes camarades, et donc c'est une affaire que je vais oublier. Voilà, Tu en avais parlé à ton instituteur? alors, non, la maîtresse, j'avais peut-être dû en parler, mais bon, c'était de la rigolade, ça n'existait pas, donc, puis bon, à 9 ans, 9 ans et demi, c'est bon, c'est pas évident de parler et tout, mais je sais que j'en ai parlé peut-être à mon copain. Il devait s'appeler Philippe Bouvard, ouais. Mais bon, ça devait rigoler, donc c'était pas la peine d'aller plus loin. L'objet était lumineux ou Non, non, mat? c'était un disque gris aluminium, couleur gris éteint, qui tournait sur lui-même, et il y avait un peu des stries sur les côtés, et c'était, bon, complètement, si tu veux, la taille, on aurait dit à peu près la taille d'un demi-timbre-poste tenu à bout de bras, voilà. Et ça tournait au-dessus des peupliers, à, je sais pas moi, 10-20 mètres au-dessus des peupliers. Et voilà, donc. Et puis après, c'est parti, mais à une vitesse foudroyante. Quand le disque s'est incliné, il est parti comme une flèche. Voilà. Donc là, tu avais 9 ans. Ouais, 9 ans, ouais, novembre 67, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai vu mon anniversaire était le 7 octobre 67. Ouais, j'avais un peu plus de 9 ans. Ouais. Ça t'a marqué? Bah, disons que ça m'a marqué. J'ai gardé, j'ai pas une bonne mémoire auditive, mais j'ai une bonne mémoire visuelle. Et ce qui m'a marqué le plus, je crois que c'est les copains qui ont du soude de ma figure. Et j'ai laissé ça de côté. Et c'est plus tard, au collège, quand j'ai consulté des livres, en me disant, oui, mais il y a quelque chose d'assez sérieux et tout. Et donc, voilà. Donc, puis il y avait quelque chose d'extraordinaire, ça sortait du quotidien. Et puis surtout, pour tout le monde, ça n'existait pas. Voilà. Et alors, donc le temps passe, tu te retrouves à 12 ans, tu me disais? Alors, j'ai commencé dans mon petit coin parce que j'avais eu, je crois que au collège, j'avais dû même me battre parce que
quelqu'un m'avait traité d'extraterrestre, et puis comme j'avais une très bonne condition physique, je crois que ça s'était mal passé. Et j'ai dit, bon, je vais quand même m'intéresser à la question. Bon, j'ai pris un cahier d'essai, et puis j'ai mis une couverture bleu ciel, parce que quand j'avais eu connaissance, j'avais pris très tôt, je lisais beaucoup, connaissance du fameux rapport Blue Book du docteur Edward Condon qui avait été publié en 69, et j'avais trouvé, c'était complètement débile. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le phénomène des ovnis, des soucoupes volantes, c'est pas un danger pour les États-Unis, et puis que dans 80%, 90% des cas, c'est des méprises. Donc, bon. Alors donc j'avais fait ça par dérision, et j'ai commencé à faire une chose toute bête, dans mon petit coin, donc il y a 13 ans et demi. Je me suis renseigné, donc Paris Match, qui s'intéressait à ça. Il y avait Lumière dans la nuit, il y avait le GEPA à Paris, et puis Uranus. Et donc j'ai envoyé une lettre à Raymond Veillit. J'ai demandé à ma mère donc, pour faire un chèque, pour demander ma carte d'enquêteur dans mon coin. Et puis j'ai commencé à faire une collection d'articles de journaux, tout bêtement. Voilà. Et puis, voilà, après le temps passant, je crois que c'est à 16 ans où j'ai fait ma première enquête. Si tu veux, on peut en parler. C'était laquelle? Alors, dès que j'ai eu mon permis de 125, j'avais vu dans les articles de journaux de l'époque, Dauphiné Libéré, un certain André Revol qui représentait la commission Uranus, le groupement Uranus qui avait son siège à Bohain, dans l'Aisne, dans le Nord. Et donc, il y avait des observations dans le Vercors, et donc j'étais allé le rencontrer. C'était ma première enquête, déjà de terrain, pour m'intéresser aux livres, aux articles de journaux, mais aussi aux hommes, aux personnes qui s'occupaient de ça, parce que c'était vraiment quelque chose comment dirais-je, de stratosphérique, parce que quand on voyait les débats au dossier de l'écran, quand on écoutait, je me rappelle, j'avais acheté la Nouvelle Astronomie d'un astronome titulaire professionnel, Jean-Claude Péquer, de l'Observatoire de Paris, qui disait non, le rapport Condon estime que les ovnis, tout ça, c'est des mystifications ou des erreurs d'interprétation de phénomènes atmosphériques. Et donc, je disais, non, c'est pas possible. Et donc, voilà. Ok. Tu as gardé des traces de ces cahiers, de ces articles découpés, collés? Oui, bien sûr, hein, ça a une valeur sentimentale, ça a une valeur très intéressante parce que j'ai été fidèle à ce moteur de recherche qui est très curieux, bon, je vivais ma vie normalement, mais je trouvais que chaque fois c'était une évasion, et l'ufologie m'a fait beaucoup voyager en France, à l'étranger, donc dans pas mal de pays, l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, correspondance avec les USA, avec le MUFON, avec l'APRO. Voilà, j'avais fait ma petite banque de données dans mon coin, et puis des rencontres avec des chercheurs de pointe, des pionniers, plus toutes les veillées que je faisais, ou l'hiver ou l'été. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des observations, mais pendant 50 ans, tu vas donc participer à des veillées, faire des recherches, faire des enquêtes, voire des contre-enquêtes, et tu vas être témoin de quelques autres observations, autres que celles que tu avais fait à 9 ans. Si tu peux juste nous dire le nombre, les dates, si tu les as bien en tête, sans rentrer dans le détail, on y reviendra en reportage. Alors, observation. D'abord, pour asseoir la qualité de mes observations, j'avais fait pas mal d'astronomie, et je faisais partie donc de la Société astronomique de Lyon, j'y allais de temps en temps, ou du CALA, Club d'astronomie de Lyon-Ampère, où je m'étais vraiment formé à l'astronomie, connaissance du ciel, des constellations, des planètes, des étoiles, et j'allais voler
à l'aéroclub de Morestel. Donc j'avais quand même des notions d'aéronautique, de météorologie et d'astronomie. Il y a des personnes qui ne verront jamais rien dans leur vie. Moi, je ne sais pas si je suis programmé, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'à plusieurs reprises, comme certaines personnes, je prendrai comme exemple mon ami le commandant Jean-Gabriel Grélé, qui lui aussi a observé à plusieurs reprises. Alors, je vais parler de mes observations. Donc ma première observation, c'est 1967. Je suis gamin, bon, là, analyser les choses, c'est pas, pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur. La deuxième observation, mon père est à la tête de 2 entreprises, et dans cette entreprise, il y a des camions, et donc j'ai décidé de passer mon permis de poids lourd. Et en décembre 1977, ma mère m'emmène à l'auto-école Jean-Louis Bornuat à Bourgoin-Jallieu. Et quand on arrive au village de Flozaille, le village de Flozaille, il y a une ligne THT de très haute tension de 400 000 volts qui traverse le village de Flozaille, à la sortie du village de Flozaille. Mais avant de le traverser, elle longe un peu, elle est dans un champ. Et ce soir-là, donc c'est la nuit, on est au mois de décembre, j'observe, sous la ligne à haute tension, une masse ovoïde avec des feux particuliers. Je dis à ma mère, arrête-toi, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc je m'avance dans la neige, je m'avance vers le pylône qui est à la sortie du village de Flozaille, et en m'approchant, je vois, j'entends d'abord, c'est une sorte de ronronnement, comme un bruit de transformateur ou un bruit de ruche, c'est sourd, et les feux sont fixes, et il y a des feux fixes à l'avant et à l'arrière, c'est rouge, orangé, c'est stationnaire, et il n'y a pas de bruit, c'est pas un hélicoptère, c'est pas EDF qui fait des travaux, c'est là, c'est silencieux, c'est sous la ligne à haute tension, c'est entre les lignes et le champ, et je m'approche, et là je me rends compte que ce n'est pas un engin conventionnel. Et je veux m'approcher un peu plus, mais à ce moment-là, j'ai peur, je me rends compte que c'est pas naturel. Et puis, d'un autre côté, j'ai ma mère qui m'appelle, qui m'engueule, qui me dit on va arriver en retard à l'auto-école. Donc, je laisse cet engin, j'ai pas d'appareil photo, j'ai rien, mais je me rends bien compte que c'est pas naturel, c'est pas normal. Et donc, voilà, je pars faire ma leçon de code. Ça, c'est donc en décembre 1977. Et là, tu penses qu'il n'y avait aucune confusion possible avec un appareil aérien connu? Non, parce que c'était pas un tracteur avec une nacelle, c'était pas un hélicoptère. Je me demande bien, je pose la question, qu'est-ce qui pouvait être stationnaire sous une ligne à très haute tension, avec donc une taille la taille à peu près d'un autocar, hein. Une taille ovoïde avec des feux à l'avant, des feux à l'arrière, et donc voilà. Donc pour moi, je ne sais pas ce que c'était, donc je l'ai noté. Et voilà, ça c'est ma deuxième observation. Il y en a combien en tout? Alors j'en ai fait, j'ai eu 4 observations, on va dire majeures, importantes, hein, avec témoins. Et j'en ai fait 2 autres avec ma compagne Annick, mais qui étaient beaucoup moins importantes. Voilà, mais voilà, j'en ai fait. Donc là, 4. On en a vu 2 majeures. Oui. On t'écoute. Alors la troisième, c'est la fameuse vague qui s'est passée sur la France le 5 novembre 1990. Alors il faut savoir qu'à l'époque, j'étais responsable des veillées pour le compte du fameux ambulancier, le fameux contacté Jean Miguer, et il nous parlait des triangles qu'il y avait au-dessus de la Belgique. Mais voilà, donc cette troisième observation, elle va se dérouler comment? Je suis devant la télévision et mon épouse, qui est enseignante, il y a une amie qui arrive d'Afrique, d'Abidjan, et on doit la chercher à l'aéroport de Lyon-Satelas à l'époque. Il ne s'appelait pas encore l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Et on avait une 205 blanche diesel, et la voilà qui commence à partir avec donc mes 2 fils, Jocelyn et Gaëtan, et on est au mois de novembre.
et je ne trouve pas ça très prudent. Enfin, je lui dis, écoute, je vais venir avec toi, je vais prendre la voiture comme ça, et puis voilà, je serai sécurisé. Donc, on part, voilà, on roule, et donc on traverse, pareil, dans la même région, dans la même zone à peu près que mon observation de 1967. J'ai traversé la cité médiévale de Crémieux. Je suis entre Jamézieux, pareil, vers la Bourbre, vers l'entrée de la Bourbre. De loin, je vois donc tout un ensemble de lumières, une formation de lumière importante, et j'analyse, et je dis ça, ce n'est pas des avions, ce ne sont pas des hélicoptères, et je dis textuellement à ma femme, je lui dis ça, ce sont des engins extraterrestres qui sont en manœuvre. Alors, mon épouse est documentaliste, elle est très pragmatique, elle me dit mais arrête-toi. Et effectivement, c'était vraiment très curieux, toutes ces lumières en formation, et je me gare le long de la route. Et là, je vois alors, un truc complètement dingue, je vois arriver au-dessus des peupliers la nuit est tombée, mais c'est une forme de plateforme triangulaire avec au milieu un éclairage qui touche pas le sol à 45 degrés, et à côté il y a plusieurs formes avec une lumière ça ondule comme ça. Ça ondule comme ça, et la lumière s'éteint progressivement. Voilà, ça suit la formation, ça passe au-dessus des peupliers. Je sais que on est complètement, moi je suis complètement assommé, c'est la première fois de ma vie que j'ai une observation aussi impressionnante. Et ben là, c'est incroyable, quoi. Ça fait pas de bruit. Silence total, déplacement, je l'ai estimé, alors heureusement j'avais un référentiel, j'avais les peupliers, les grands peupliers, j'avais la route, je dirais 40-50 km/h. Je fais demi-tour sur la route, je me dis il y a des gens qui vont s'arrêter sur la route, c'est pas possible, vu le truc qui se promène au-dessus du champ. On les suit un peu, et à un moment donné, paf, tout disparaît sur place, voilà, et donc... Tout disparaît, c'est-à-dire ça s'évanouit? Ça disparaît d'un coup, comme si on avait coupé le courant. Et donc, alors est-ce que c'était une téléportation? Est-ce que c'est... Voilà, j'avais entendu parler de téléportation, mais bon, c'était absolument incroyable. Donc on fait demi-tour, on arrive à l'aéroport de Lyon-Satelas, on arrive, donc on récupère notre ami qui arrivait d'Abidjan, et puis là, elle va nous dire, mais vous faites une sacrée tête. Ben, on lui dit, oui, si tu savais ce qu'on vient de voir. Et le soir, donc, notre ami qui avait sa propriété à Mougins, sur la Côte d'Azur, on va voir ma belle-sœur, et puis qui avait des chèvres, et on lui dit ce qu'on a vu. Bon, voilà. Et puis on y repasse peut-être 2 ou 3 jours, on nous dit, mais oui, ils en ont parlé à la télé, mais apparemment c'est une entrée de satellite. Donc moi ce que j'ai fait par acquis de conscience, j'ai appelé le CNES, j'ai eu M. Jean-Jacques Velasco au téléphone, je me suis débrouillé à l'avoir, et donc je lui ai dit voilà, j'étais sur la route. Et le GEPAN, tu veux dire? Le GEPAN, oui, le GEPAN a son siège au CNES à Toulouse, et donc j'explique à M. Velasco ce que j'ai observé. Il me dit non, monsieur, vous vous trompez, vous avez observé une rentrée de satellite. Je lui ai dit attendez monsieur, j'ai quand même de bonnes connaissances en astronomie, en aéronautique. Ce que j'ai vu, ça ne correspond absolument pas à une rentrée de satellite, puisque c'était un déplacement horizontal au-dessus des peupliers, avec une vitesse constante d'à peu près 40-50 km/h, un éclairage constant qui ne touchait pas le sol, que j'ai à peu près à 45 degrés, plus d'autres engins qui suivaient. Voilà. Non, monsieur, vous avez fait une erreur d'interprétation. Vous avez observé une rentrée de satellite, d'ailleurs, qui a impressionné beaucoup de Français, et il y a eu beaucoup de méprise. Bon, je lui dis, excusez-moi, monsieur, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Voilà. Donc ça, c'était le 3e. Oui, 3e. 4e? Alors, la 4e, elle va se produire le 1er août 1995, en Saône-et-Loire. Alors, comment ça s'est passé ?
En Saône-et-Loire, je vais souvent pour rencontrer des amis, faire de la radiesthésie ou pêcher le silure. Et j'ai une amie donc, qui est directrice d'école primaire à la retraite et qui a une amie qui est toujours enseignante et qui vient la voir de temps en temps. Et pendant tous les soirs, ils vont se promener le long de la rivière Seille qui se jette dans la Saône en dessous de Tournu. Et donc Annie va avec son ami Robert qui est médecin-colonel de l'armée de terre à la retraite. Ils vont se promener le long de la route qui longe la Seille au village de la Truchère. Et donc, le lendemain, ils disent à mon ami Yvette, mais on a observé 2 grosses étoiles au-dessus de la prairie qui est en face de l'écluse de la Truchère, donc une immense prairie de plus de 10 000 hectares, qui est inondée quand la Seille et la Saône sont en crue. D'ailleurs, c'est une réserve ornithologique. Il y a un écosystème qui est nickel, impeccable. Et voilà, donc bon... Alors Yvette m'en parle, bon moi en fin de semaine je monte, et donc on va se promener le soir, donc on est fin juillet, et effectivement je vois au-dessus de la prairie 2 grosses lumières qui ont une magnitude négative, donc qui sont beaucoup plus lumineuses que Jupiter, elles sont rouge-orangées, elles sont stationnaires au-dessus de la prairie. Alors j'ai avec moi des jumelles d'astronomie, donc de 15-65, qui grossissent 15 fois, j'observe, il n'y a pas de feu de signalisation, c'est silencieux, et par moments ça s'éteint, il n'y a plus rien. Et puis hop, tout d'un coup ça se rallume. Alors, ce qu'on fait, on prend la voiture, on traverse l'écluse, le pont, et on va dans la prairie où il y a un chemin de terre qui est praticable avec une voiture. Et on va vers la zone supposée des observations, où il y a ces fameuses lumières. Bon, on ne voit rien. Donc voilà, je rentre. Bon, après je rentre chez moi dans le Nord-Isère. Et puis, donc, ce 1er août, le matin, je téléphone à mon ami Yvette et je lui dis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une veillée à la Truchère ce soir? Je monte et puis on pourra inviter notre ami Guy Stadelman. On pourra se mettre s'installer là-bas vers l'hôtel-restaurant de la Grenouillère. Et donc voilà, je monte et on s'installe donc à la terrasse. Et vers 21h, pareil, les deux grosses étoiles s'allument au-dessus de la prairie. Bon, oui, bon, voilà, c'est silencieux. Bon, c'est pas impressionnant, mais bon, c'est pas normal. Hein, c'est pas des avions, c'est pas un phénomène naturel. Et tout d'un coup, à un moment donné, paf, il arrive à peu près à 60 degrés d'azimut. En face de nous, ça a la taille à peu près de la pleine lune, c'est blanc et bleu, ça irradie, c'est silencieux, c'est stationnaire, c'est apparu d'un seul coup. Je vois ça, je bondis chercher dans le coffre de la Mercedes mes jumelles, j'observe, Yvette et Guy sont avec moi, il n'y a pas de feu de signalisation, c'est silencieux, c'est stationnaire, j'appelle même la propriétaire du restaurant, on est en terrasse, il y a quelques clients, je l'appelle, elle voit, elle observe, elle me dit oui, mais bon, excusez-moi, j'ai pas bien le temps. Elle retourne et nous on observe ça. Et alors à ce moment-là, je prends ma lampe torche de l'époque et je fais des signaux en direction c'est une machine, hein, d'un vaisseau pour moi, et je fais des signaux lumineux basés sur la barre Atlante, c'est-à-dire je fais trois fois des appels 3 fois de suite, mais par 3. Donc en tout 9 appels. Et à ce moment-là, il sort une sonde, une boule de lumière qui descend et qui va se stationner vers un saule pleureur qui est en face, à 50 mètres de nous, de l'autre côté de la rivière. Et donc, c'est incroyable, quoi. Moi, je fais un signe, qui est soi-disant un signe de fraternité, que
dont m'a parlé un contacté. La sonde, cette boule de lumière reste stationnaire et il ne se passe rien. Et à un moment donné, hop, elle va remonter dans l'engin. Voilà. Et l'engin va se déplacer en direction de l'ouest. Et paf, à un moment donné, pareil, il va disparaître. Voilà. Voilà. Et le lendemain, Il s'efface. Il s'efface, il disparaît. Il part pas dans une direction Non, avant non, de il part lentement comme ça, et paf, plus rien. plus rien. Donc là, il y a eu d'autres témoins. Alors oui, il y avait donc Madame Yvette Bourdon qui était présente, il y avait Guy Stadelman qui est inspecteur technicien à la DDA de Bourg-en-Bresse. Il y a eu... le lendemain, je suis allé à la gendarmerie de Pont-de-Vaux faire ma déposition, mais bon, apparemment, on m'a dit que j'avais confondu avec des rayons de boîte de nuit. Donc, j'ai pas insisté, donc j'ai dit ok, ben merci, bonne journée. Ok, donc ça c'était la 4e observation. On est en quelle année? On est le 1er août 1995, c'est un mardi, D'accord. et donc c'est... Voilà, donc c'est... Et il y a encore 2 autres observations donc. Oui, mais moins impressionnantes que j'ai fait avec Annick le 1er novembre 2013, donc en descendant, en venant de la Blachère et en allant sur Joyeuse, par temps de pluie où on a eu un groupe de lumières qui était au-dessus de la Baume, qui se sont déplacés. J'ai fait une photo d'une des lumières d'ailleurs, d'une de ces sphères. Et l'autre, c'est le 9 mai 2015, où pareil, on avait une formation de lumière, de boules lumineuses. J'étais en train de régler le GPS de mon télescope de 300 mm à l'époque, ouais. Et donc j'ai eu le temps d'aller chercher mon caméscope, de faire un film, mais j'avais mal réglé le caméscope et tout ce qu'on entend, c'est qu'avec Annick, on s'engueule parce que j'arrive pas à focaliser les engins comme il faut. Voilà. Ça c'était quand cette dernière observation? Le 9 mai 2015 aux environs de 23 heures. Qui ont été, alors cette observation, donc il y avait une formation d'engins comme les lumières de Lubbock au Texas. J'ai compté à peu près une dizaine de grosses sphères lumineuses qui se sont déplacées de l'est vers l'ouest, qui ont passé au-dessus de la zone de Céveso, de la zone du retraitement de l'uranium à Romans. Et cette observation, il y a eu plusieurs témoins. Il y a eu une coiffeuse qui a observé ça. Et monsieur Laurent Drofton, qui à l'époque avait sa ferme, et il avait à peu près, il avait des poules, hein, il avait plus de 12 000 poules. Et ce soir-là, exceptionnellement, il est allé fermer donc son installation, et il a vu le survol de toutes ces lumières, et il pourrait, le cas échéant, confirmer mon témoignage. Quelle couleur avaient ces lumières? Blanche, jaune, orangé. C'était plutôt un blanc... Moins rouge que l'observation de Joyeuse. Parce oui, que Joyeuse, tu disais des boules rouges. Oui, il y avait du rouge, un peu de jaune, mais là c'était plutôt blanc, un blanc néon qui ressortait, quoi, qui était fixe, quoi. C'était à quel endroit, là, cette dernière observation? Alors c'était à Saint-Paul-les-Romans, dans le parc de la propriété d'Annick. Voilà. D'accord. Donc ça fait 6 en tout. Voilà, 6 qui m'ont permis de renforcer, évidemment, non pas ma croyance dans le phénomène, c'est une évidence, mais de pouvoir apprécier la réalité de ces visites, de ces surveillances, et pouvoir en parler encore plus, que ça complète mes enquêtes et mes contre-enquêtes. De ces 6, laquelle serait pour toi la plus marquante? La plus marquante, c'est quand même celle du 5 novembre 90, elle était impressionnante. Celle du 1er août 95 aussi, différente, mais c'est de là que je retiendrai. Plus que l'observation du disque, qui était quelque chose d'original, d'inconnu. Voilà. Tandis que là, j'avais déjà un peu bourlingué. En 90, j'avais déjà des connaissances en ufologie, j'avais pu voir plusieurs théories, j'avais pu rencontrer plusieurs chercheurs. Là j'étais confronté vraiment à la réalité. Et là, donc, oui, c'est un plus, quoi. Dans une vie de chercheur, c'est un plus, c'est indéniable.
Concernant l'observation de Joyeuse, ces sphères rouges, euh, tu es un fin observateur de l'astronomie et des phénomènes du ciel. En quoi elles ne pouvaient pas être, par exemple, une cohorte de lanternes thaïlandaises? Oh, bah c'est très simple, hein. Ce soir-là, ce 1er novembre 2013, il y avait un plafond nuageux très bas, il y avait de la pluie, sans doute du vent, et donc elles se déplaçaient en formation horizontalement, et puis des lanternes thaïlandaises, j'en ai déjà vu. Et puis faire voler des lanternes thaïlandaises en dessous par un temps de pluie avec des nuages, des cumulonimbus, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée parce qu'il y a des vents ascendants très puissants, donc elles auraient vite dégagé. Et donc c'était des sphères lumineuses homogènes qui se déplaçaient en formation au-dessus de la Baume en direction d'Orange. Et donc, dans un premier temps, moi j'ai cru que c'était un village, hein, toutes ces lumières, je ne connaissais pas assez l'Ardèche. C'est Annick qui m'a dit non, non, mais il n'y a pas de village là-haut. Et je me suis arrêté au bord de la route quand j'ai pu. Et je me suis aperçu que ça ne pouvait pas être des avions, il n'y avait pas de bruit. Et puis, vu les conditions météo et la formation de lumière comme ça, c'était totalement impossible. Et ça ne pouvait pas être des aéronefs? Non, bah parce que on aurait entendu le bruit si ça avait été des hélicoptères ou des avions, il y avait aucun bruit. Et puis c'était surtout des lumières bien particulières, ça me faisait penser un peu à des boules d'un arbre de Noël qui était éclairé. Et j'ai pu faire une photo avec un petit appareil photo, un bridge, un Canon SX30, je l'ai posé sur le toit de la voiture, avant que ces sphères s'éteignent, disparaissent. Voilà. Après donc ces observations qui t'ont marqué, tu vas te lancer dans des investigations en enquêteur, selon ce que tu appelles un ufologue de terrain. Et on va faire une pause, on va revenir après sur cette nouvelle étape dans ton cheminement. Merci. Bruno, pendant la pause café, tu me disais, mais mince, j'en ai oublié une, laquelle, pourquoi? Oui, alors ça c'est une observation qui a confirmé d'une manière indirecte les informations du contacté français Jean Miguer. Jean Miguer m'avait nommé responsable des veillées de l'association qu'il avait fondée dans la région lyonnaise, le CIRUS, Centre d'études et d'initiation à la recherche ufologique à caractère scientifique. Et lors des veillées, on était à peu près entre 30 et 40 personnes, et j'avais avec moi la revue Ciel et Espace où il y avait les éphémérides, pour bien expliquer aux gens, ben voilà, vous avez la constellation la Grande Ourse, ça ce sont des étoiles, ça c'est des planètes, pourquoi c'est des planètes? Parce qu'elles se déplacent tous les jours, progressivement, hein, voilà. Et lors des veillées, Jean Miguer nous montrait des points lumineux qui se déplaçaient dans le ciel en nous disant, voilà, ça c'est des cybermags, c'est des véhicules extraterrestres. Mais on lui disait, Jean, mais enfin ça c'est des satellites. Sud-nord, c'est des satellites militaires, sans doute. Je m'étais renseigné à l'époque. En orbite polaire, il y avait à l'époque des satellites militaires. Et donc, je commençais à avoir des doutes sur le bien fondé des informations de Jean Miguer. Et j'en parlais même à un ami qui était donc chef d'atelier chez Trefficop Pirelli, un technicien. Il me dit, mais si, mais je lui dis, écoute, là on peut pas, il n'y a aucune preuve, pourquoi? Je lui dis, Jean, mais écoute, est-ce que tu pourrais faire venir un vaisseau, que tout le monde soit, qu'on puisse filmer et tout? Non, non, la Confédération, Strobe qui m'a désigné, ne veut pas faire ce genre de démonstration. Bon, alors je laisse tomber, j'insiste pas, je joue le jeu, j'explique aux gens le ciel, voilà, on fait des veillées, c'est convivial et tout. Mais bon, voilà, je suis pas, enfin, je suis un peu gêné parce que ça, là, c'est pas clair, et bon. Et puis, donc là, c'était au mois de juin-juillet 89. Et au mois de décembre, voilà, c'est l'hiver, il y a de la neige. Et puis, je
Je ne sais pas pourquoi, j'ai une sorte d'induction psychique, je ne sais pas, un besoin. Je dis à ma femme, à l'époque, et en plus il faisait froid, il y avait de la neige, écoute, je vais aller observer le ciel. Je emmène les chiens, donc j'étais parti avec la 4L. La 4L, j'avais emmené donc Jacob, un dog allemand gris-bleu, Pyram, un bosseron, il y avait Sam, un espagnol breton, et je charge tout ce beau monde dans la 4L, vieille 4L, je prends mon relax, des couvertures, un thermo, et je pars à peu près à 3 km du hameau de Lancin, et je vais m'installer dans un champ, où là j'ai une vue dégagée du ciel étoilé, pour admirer la constellation d'Orion, le baudrier d'Orion, Sirius, l'étoile majeure de la constellation du Grand Chien, Castor et Pollux, la constellation des Gémeaux. Bref, le ciel d'hiver sont très beaux. Et là, donc, la scène est complètement surréaliste. Je m'installe à côté d'une petite route et j'ai mis une espèce de couverture, enfin une bâche couverture sur la neige pour les chiens. Je mets mon relax, mes couvertures et je m'installe vers à peu près 8 h du soir. On est en plein hiver, en plein mois de décembre. Et j'ai moi un petit poste radio, j'écoute France Info et je regarde le ciel. Et bon, voilà, c'est magnifique. Bon. Et à peu près vers minuit, je vois arriver du sud, ce que je prends d'abord pour un satellite. Je me dis, mais il est énorme ce satellite, rouge-orangé, il arrive du sud. Et il est à peu près à 80 degrés, il est presque au zénith par rapport à moi. Je suis dans ma chaise longue et je le regarde, je dis, bah dis donc, il brille celui-là, il est en trajectoire sud-nord. Je dis, bah dis donc, Et puis tout d'un coup, voilà ce que fait ce soi-disant satellite, qui n'en est pas un, il avance, et paf, il repart 180 degrés, dans l'autre sens. Il est à peu près minuit et demi, je vous garantis, là j'ai bondi sur mon relax. J'ai dit, ben voilà, ça existe, et ce que Jean Miguel appelait l'éveilleur cosmique, eh ben j'en ai eu la preuve, j'ai pu observer ça. C'est complètement surréaliste, mais c'était fantastique. Je n'ai jamais vu de ma vie un satellite qui part dans l'autre sens comme ça. Et je ne sais pas ce que c'était, mais ça peut correspondre à la surveillance d'un vaisseau d'origine extraterrestre. Voilà. Alors tu ne l'as pas au départ cité parmi tes observations marquantes, parce que tu me disais tout à l'heure, tu avais été seul cette fois-là. Là, à part les chiens et les lapins, oui, j'étais seul. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle n'était pas dans le best-of officiel. Et puis il y a aussi une chose, il y a aussi de ma part, c'est observer un nombre de fois aussi important, c'est toujours délicat, mais puisque tu veux la vérité et la chance que j'ai eu d'observer, ou programmation, voilà ce qui s'est passé. Merci Bruno. Bruno, nous reprenons cet échange. Donc le jeune ufologue fraîchement adhérent à Lumière dans la nuit va prendre le train pour faire son premier voyage et rencontrer des acteurs à l'époque de l'ufologie. On est en quelle année? Tu vas où? Quel âge tu as? Voilà, donc 1976, j'ai 18 ans, et donc je prends le train pour prendre la direction de Paris et rencontrer René et Francine Fouéré, fondateurs du GEPA, Groupement d'études de phénomènes aériens, qui a été créé en 1961. Et dont le général Lionel Chassin était le président d'honneur. Voilà, donc j'ai séjourné 2 jours sur Paris et j'ai eu la chance de rencontrer, donc au 14 rue de la Tombissoire, dans le 14e, René et Francine Fouéré, qui m'ont accueilli, un peu amusé de voir arriver ce jeune homme, j'avais d'ailleurs ma valise. Et on a discuté toute une après-midi. Francine m'avait offert le thé, elle m'a offert des revues, puisque
le GEPA allait donc arrêter l'activité puisque déjà René était déjà assez âgé. En 77, je crois 78, l'activité du GEPA se terminait. Voilà. Et donc j'ai eu des échanges très intéressants. Et puis voilà, c'était ma première rencontre avec des chercheurs qui avaient construit un groupe qui était reconnu quoi, dans le milieu ufologique. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces rencontres, dans ces échanges? Est-ce que tu as un souvenir précis, par exemple? C'était déjà le fait que par rapport à l'ambiance générale, par rapport au discours des scientifiques, le sujet des ovnis, des soucoupes volantes, ça a toujours été un sujet qui a été ridiculisé, qui a été galvaudé, qui était pas sérieux ou qui était sujet à des railleries. Moi j'avais trouvé qu'ils avaient fait un travail de chercheurs bénévoles à leurs frais. C'était bon, c'était extraordinaire, quoi. Ça sortait du quotidien et c'était intéressant de les écouter, de prendre de l'information et puis bon, d'avoir une autre vision de ces personnes. Alors Bruno, ce déplacement à Paris pour rencontrer les fondateurs du GEPA, qu'il ne faut pas confondre avec le GEPA, on est bien d'accord, a été quelque part le premier pas du futur ufologue de terrain que tu allais devenir. Oui, par plaisir, oui. Et ça va être le début d'une longue série de rencontres de chercheurs, certains de renom, mais aussi de contactés, d'abduqués et de témoins. Est-ce que tu peux, sans rentrer trop dans les détails, nous donner un peu la liste de toutes ces personnes que tu as connues personnellement, que tu as rencontrées? Alors, après ma rencontre avec René et Francine Chouéré, donc j'ai établi un contact en 1978 avec un chercheur, un philosophe, un pionnier qui avait écrit deux ouvrages de référence, Lueur sur les soucoupes volantes en 1954, donc M. Aimé Michel, et MOC, Mystérieux objets célestes, écrit en 1958. À l'issue d'un échange de lettres, j'ai eu un entretien téléphonique avec lui. Et donc je lui ai montré, je lui ai expliqué ma démarche en solitaire et aussi mes observations. Et l'intérêt pour la question de cette fantastique énigme. Et donc ça a retenu son attention, et donc en 1979, je suis allé dans les Hautes-Alpes pour le rencontrer et avoir un échange, son point de vue. Pour moi, c'était une évidence qu'il y avait la présence extraterrestre. Et donc, voilà. Donc, Tu disais aussi, juste avant, que tu étais allé aussi rencontrer le fondateur de Lumière dans la nuit. Alors oui, j'ai rencontré aussi Raymond Veillit, donc au Chambon-sur-Lignon, donc à la Haute-Loire, qui a fondé en février 1958 la revue Lumière dans la nuit. Et donc, ça a été très intéressant aussi. Après, dans les années 80, en 84, avant qu'il monte sur Paris, à Aix-en-Provence, j'ai téléphoné, enfin je suis allé manger chez Jimmy Dieu. Je lui ai fait dédicacer son livre qu'il avait écrit en 1954, Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Alors, on avait beaucoup échangé lors de ce repas. Je me rappelle, il y avait une magnifique journaliste canadienne. Et puis après, bon, il m'avait invité à revenir sur la Côte d'Azur, sur la Provence, mais moi à l'époque j'étais en responsabilité avec mon père de deux entreprises, donc l'ufologie, c'était pas toujours évident, mais enfin j'ai eu beaucoup de plaisir à le rencontrer. J'ai rencontré aussi des personnes comme Guy Tarade à Nice. J'ai rencontré un pionnier, Charles Garot, qui a écrit le dossier des objets volants non identifiés en 1956, qui habitait à Montbard, au-dessus de Dijon. J'ai rencontré Raymond Lavier, qui a mis en évidence le réseau Harmonique 33.
J'ai rencontré Richard Varraud, fondateur du Cercle Lyonnais de Lumière dans la Nuit, un ingénieur qui avait créé ce petit groupement et auquel j'ai participé. J'ai eu, bon, bien sûr, un chercheur aussi de pointe, Jean-Gabriel Grélé, qui est devenu un ami vraiment personnel. Lucien Manzi de la Lépi, Louan, qui avait formé l'association sur le Louan, Georges Julien et Michel Morel-Setou, qui avaient formé l'association Les Amis des Visiteurs. Suzanne Perrault de Buis-les-Baronnies, qui avait créé la SLUP, section locale d'ufologie de Buis-les-Baronnies. Bref, tout un ensemble de chercheurs. J'allais oublier aussi Jean-Luc Rivera, qui est un juriste, qui a fait aussi des études, qui a publié des études remarquables sur l'ufologie. J'ai rencontré aussi Christiane Piens, d'origine belge, qui avait écrit Les ovnis du passé. Jean-Pierre Troadec, qui est venu manger à la maison chez nous, avec Yannick à la maison à Saint-Paul-les-Romans. J'ai rencontré à 2 reprises le journaliste Jean-Claude Bourret, qui m'a dédicacé ses ouvrages en 1981 et 1982. Avec qui tu avais un échange téléphonique récemment d'ailleurs. Et avec qui j'ai eu un échange téléphonique, récemment d'ailleurs. Oui, voilà. Et alors, outre les chercheurs, tu as rencontré des contactés ou des abduqués, et surtout, et aussi beaucoup des témoins. Alors oui, parce que les contactés, alors ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et je sais que à ma connaissance, en France, je ne connais pas de personne qui ait pu avoir la chance de rencontrer autant de contactés. Alors je vais commencer par le premier, donc Jean Miguer, l'ambulancier qui a eu un terrible accident. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré le fameux cas Roméo Charlie, Rose C, de la région de Nîmes à Bouillargues. J'ai rencontré l'agriculteur Maurice Masse. J'ai rencontré le Suisse Philippe Michon. Je l'ai rencontré au Franois, non loin des cascades du Hérisson, en 1995, en présence du commandant Jean-Gabriel Grélé. Encore en contacté, j'ai eu des échanges avec le français Pierre Monet, de la région de Courthézon, à côté d'Orange. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Et puis non, j'ai oublié le Dr X, que nous avons rencontré, que j'ai rencontré après un échange d'informations au bout de 10 ans, en 2015. Donc le Dr X, oui, fameux contacté avec une preuve, hein, sur son fameux triangle sur le ventre. Lucette Leboeuf. Alors Lucette Leboeuf, c'est pas une contactée, c'est une personne qui a fait une rencontre, ce qu'on appelle, selon la classification INEC, une rencontre du 3e type. C'est un témoin donc. C'est un témoin, oui. Robert Lortal. Et Robert Lortal, bien sûr, j'allais oublier, ouais, voilà. Donc ça fait quand même pas mal de personnes qui ont vécu des choses assez extraordinaires, qui ont soit écrit des livres, soit qui ont fait un partage public. Et dans ce qu'ils ont raconté, oui, ça correspond tout à fait à ce aux technologies extraterrestres que j'ai pu voir, hein, voilà, observer. Et alors les témoins RR1, 2 ou 3 sont nombreux. On peut pas, j'imagine bien que tu les as pas tous ni en tête ni forcément sur un papier. Quels sont ceux les plus marquants que tu as rencontrés, qui t'ont laissé un souvenir que tu n'oublies pas? Par exemple, on parlait de Lucette Leboeuf pour Chabeuil. Il y en a d'autres, j'imagine. Est-ce que tu peux un peu nous les présenter rapidement? Oui, alors je me suis intéressé à ces cas extraordinaires peut-être 40 ans plus tard. J'avais les livres, j'avais lu plusieurs livres sur les histoires de Lucette Leboeuf, plusieurs rapports d'enquête de différents enquêteurs, et puis un jour j'ai dit bon, je vais quand même essayer de me faire ma propre idée. Je suis allé en 2010 à Chabeuil, mais j'ai perdu, et c'est en 2011 que je l'ai rencontré grâce à ma compagne Yannick et à Jean Chénel.
Donc ça a été là aussi un moment très intéressant, très instructif. Ensuite, j'ai fait une contre-enquête sur alors ça c'était avant, c'était sur l'affaire de Valençol. J'ai eu le témoignage de Maurice Mas en personne, de son épouse Jeannette, et puis en 2015, lors du cinquantenaire, un troisième témoignage avec un selfie exceptionnel qui a nulle part en France, donc, puisque la fille Marie-Claude, la fille de Maurice et de Jeannette, est venue spécialement suite à mon appel téléphonique pour partager la fantastique aventure qu'avait vécue son père et accepter de faire un selfie avec nous. Voilà, et puis l'affaire de Cussac, bien sûr, qui s'est passée le 29 août 1967 et que nous avons rencontré en mai 2021 en présence donc de ma compagne Annick et de deux amis, Guy et Philippe, et sur laquelle elle va nous donner beaucoup de détails sur la réalité de l'observation qu'elle a faite à l'âge de 9 ans et demi avec son frère François, et qui, 54 ans plus tard, elle va nous retranscrire en détail son observation avec beaucoup d'émotion et en même temps avec une certaine colère, parce que son histoire a été soit ridiculisée, soit elle a été modifiée pour des besoins journalistiques ou fantaisistes. Voilà. D'autres témoins importants? Oui, donc un pilote de ligne, ancien pilote de chasse de l'US Air Force, Jean-Gabriel Grélé. Et puis dans l'Ardèche, le témoin de Saint-Pierreville, M. Bernard Vial, que j'ai retrouvé 30 ans plus tard, et qui était formel sur ce qu'il avait observé, une sphère de 20 ou 30 mètres de diamètre qui éclairait toute la vallée de Saint-Pierreville. Voilà les observations, les témoins de... Et bien sûr, oui, alors Arc-sous-Sicon, oui, là aussi une contre-enquête en 1987, où j'ai pu avoir les confidences de la grand-mère des enfants qui avaient observé les petits êtres, pareil, au mois d'août 67, au petit village dans le Doubs de Arc-sous-Sicon, des êtres qui couraient très vite, presque en lévitation, des petits nains, et qui avaient un langage chanté, qui parlaient entre eux, ça a vraiment impressionné les enfants. Et je me suis rendu sur les lieux de cette observation vers le bois des Clavières. Voilà. Merci Bruno. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu penses? Oui, depuis 50 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis l'affaire de Roswell du 2 juillet 1947, où selon mes informations, le crash de Roswell c'est une mise en scène, parce qu'une soucoupe volante qui s'écrase comme ça, c'est bizarre. Et puis bon, c'est les clones qu'on a trouvés à l'intérieur. Et puis les études des généticiens qui montrent que depuis Néandertal, le génome humain a évolué très très vite et qu'il a sans doute été modifié. Cette présence ostentatoire de ces engins, de ces différentes races qui y viennent, mais qui ne prennent pas d'une manière un contact officiel, quoi. Alors ça me fait penser à certaines théories comme quoi l'espèce humaine ne serait qu'une simple expérimentation génétique, la Terre un laboratoire, et qu'on observerait par exemple une modification d'un hominien, de singe, ou, voilà. Voilà, c'est très curieux. Je crois que le singe n'a rien à voir avec nous. Oui, oui, c'est... Convaincu, parce qu'ils ont peut-être créé le singe après nous. Voilà, donc on peut se poser des questions. Moi, plus j'avance dans le temps et je me dis, mais qu'est-ce que l'humanité? Voilà, c'est la grande question. Alors Bruno, parmi les enquêtes, et je dirais même plutôt les contre-enquêtes assez spectaculaires que tu as pu mener, il y en a une que tu m'as rapportée et qui m'a particulièrement intéressé. Ça concerne cette fameuse affaire dite de Cussac, qui avait fait grand bruit à l'époque, puisque si je me souviens bien, Bellemare en avait parlé, Jean-Claude Bourré, Jean-Noël... la revue du GEPA. Le GEPAN, Lumière dans la nuit. Et alors, est-ce que tu peux nous redonner le contexte, les dates et la version qui a été au départ diffusée autour de cette affaire? Et toi, est-ce que tu as découvert en contre-enquête sur la réalité de ce qui s'était
véritablement passé. Oui, ben, moi, pendant des années, pendant près de 40 ans, j'ai tenu compte des enquêtes qui ont été menées par le GEPOR, avec la personne de Joël Ménard, dans les livres de Jean-Claude Bourret, que des enfants avaient... En quelle année on est? Quelle date? est le 29 août 1967 à Cussac, donc un petit village, un hameau dans le Cantal. Et donc, oui, donc la version officielle, c'était que les enfants jouaient aux cartes et que tout d'un coup, une sphère était arrivée, ça avait dérangé les vaches, le chien Médor, et donc ils s'étaient levés, ils avaient vu la sphère avec les petits êtres qui étaient autour. Ils venaient d'où ces petits êtres? Ils venaient de la sphère. Donc ils les ont vus sortir de la sphère. Ils les ont vus sortir sans doute, oui, parce que, oui, ils les ont décrits, donc une sorte de combinaison noire, pas très grand. Et alors, la version officielle, c'est qu'ils les ont pris pour des enfants. Et qu'ils auraient dit, la version officielle dit, oh ben, vous venez jouer, Ohé, il les interpelle avec la main, et Ohé, vous venez jouer avec nous. Ça, c'est la version officielle. Ils les ont vus partir quand même dans la version officielle. Et dans la version officielle, donc, il les voit se mettre partir en lévitation, rentrer la tête la première dans la sphère, qui est une sphère qui n'est pas très grande, hein, 3-4 mètres de diamètre, qui est positionnée vers un buisson. Et puis, voilà, et puis après, il raconte ça à leur père, qui est le maire du village de Cussac, le petit village de Cussac. Sur ces faits, bien sûr, la gendarmerie est prévenue, ils viennent, et ils vont sur place, ils vont pas trouver de traces, il y aura une odeur de soufre, le père va aussi le sentir, bref, et puis bien sûr après il y aura une forme de désinformation, le journal La Montagne va titrer les enfants ont confondu l'OVNI avec un hélicoptère, une Alouette 3. Pierre Mellemare va inviter Anne-Marie Delpech et François à Paris dans une émission de télévision où ils vont être ridiculisés, parce que Pierre Mellemare va sous-entendre à un moment donné, est-ce que vous êtes sûr que vous n'auriez pas observé des singes gibbons échappés d'un cirque? Alors je vous laisse imaginer quand ils sont revenus à l'école comment ça s'est passé. Et puis certaines bandes dessinées, notamment dans la revue Pilote, co-signé par notre ami Jean-Claude Bourret, et bon, où là, Anne-Marie est présentée sous une forme un peu fantaisiste, un peu débile. Et donc, voilà, et donc je vais parler maintenant de ma contre-enquête. Alors, en mai 2021, on décide, avec ma compagne et des amis, d'aller se promener, d'aller voir le viaduc de Garabit, et pas très loin, il y a Cussac. Et donc, je pousse la plaisanterie pour aller dans le village de Cussac et je leur dis, on va aller à l'endroit où la sphère s'est posée en août 1967. Et bon, voilà, m'a retrouvé le témoin, 54 ans plus tard, c'est carrément mission impossible. Et là, c'est là où le hasard, une force invisible va m'aider. Au moment où on va partir, je vois arriver une camionnette bleue, un agriculteur. Bon, je descends de ma voiture et je lui demande « Pardon monsieur, est-ce que vous savez ce qui est devenu Anne-Marie Delpech, où elle habite ?» Et il me répond « Oula, il y a longtemps qu'elle est partie de Cussac, je ne pourrais pas vous donner son adresse, mais je vais demander à mon épouse. » Et il rentre dans la maison et il ressort et il nous donne l'adresse de Anne-Marie Delpech, qui est mariée, qui est Madame D, voilà, on va dire comme ça. Et bon, elle habite à une trentaine de kilomètres de Cussac, et là, on part en expédition. Et j'arrive vers une villa, et je vois une dame qui est en train de fermer ses volets, je l'interpelle. « Bonjour madame, vous êtes Anne-Marie Delpech ?» Elle me répond « Oui, c'est pourquoi ?» Je lui dis « Ben voilà, je voudrais vous parler, je m'intéresse au problème des ovnis, des soucoupes volantes, et j'étudie ça depuis longtemps. » Bon, elle descend, je suis accompagné de deux camarades, Guy et Philippe.
Bon, elle nous parle de derrière le portail, elle n'est pas très rassurée. Elle m'écoute, je lui dis, mais je fais ça d'une manière très sérieuse, hein, et votre affaire pour moi est vraiment passionnante, et je crois que vous n'avez pas confondu avec un hélicoptère. Et puis sur ces faits, ma compagne Annick descend, et là elle voit la présence d'une femme, elle est sans doute rassurée, elle nous ouvre le portail, et on rentre elle va nous recevoir dans son garage, dans son garage en bas. Son mari ne sera pas présent et elle va nous expliquer tout ce qui s'est passé ce fameux mois d'août 1967. Et alors, c'est très différent de la version officielle? Alors c'est très très différent de la version officielle. Donc d'abord, donc les faits, il gardait les vaches, il faisait beau, c'était à peu près aux environs de 10h30. Anne-Marie jouait aux cartes avec son frère François. Et donc ils devaient surveiller les vaches, surveiller le troupeau. Quand tout d'un coup, les vaches se sont mis, c'est comme si on leur avait mis le courant, elles sont parties comme des furies, en pleine panique, en direction de la ferme, et le chien Médor aussi, qui est parti comme une balle. Et là, François et Anne-Marie se sont levés en se demandant ce qui arrivait, et quand ils se sont retournés, ils ont vu une sphère énorme, hein, au minimum entre 20 et 30 mètres de diamètre, rien à voir avec les 3 mètres que je vois sur les dessins, qui sont totalement farfelus. Et à côté, il y avait des petits êtres, tout habillés en noir. On ne pouvait pas distinguer, savoir s'il y avait une barbe. Ça aussi, c'est du folklore. Anne-Marie, elle nous a bien décrit, donc ils étaient en combinaison, mais voir s'il y avait une barbe et tout, comme dans les dessins illustrés par Jean Giraud, du groupe 0300 de l'Allier. Non, ça, c'est par rapport à ce qui a été dit, c'est de la fantaisie. Et ils vont s'apercevoir que ce ne sont pas des enfants. Et à aucun moment, ils vont dire « ouais, venez jouer avec nous ». Il va y avoir un moment de sidération, de stupeur, où François et Anne-Marie sont en train d'observer quelque chose, mais d'incroyable. Des petits êtres qui sont autour de la sphère, et qui vont monter en lévitation, et qui vont rentrer dans la sphère, la tête la première. Il y en a même un qui va ressortir, qui a sans doute oublié quelque chose, qui va revenir au sol, qui va remonter dans la sphère alors qu'elle commençait à décoller. Et la sphère va partir en direction du plomb du Cantal. Mais là, c'en est trop pour François et Anne-Marie. Ils vont partir, mais la peur au ventre, en pleine panique. Et ils vont aller raconter ça à leur père, qui connaît ses enfants, et qui va venir sur place constater qu'il y avait cette odeur de soufre. Les gendarmes vont venir, voilà, et ensuite l'information va être plus ou moins diffusée. Il va y avoir un journaliste local qui va en faire une fantaisie, puisqu'il va dire, interpréter, de dire que François et Anne-Marie ont cru que les êtres qu'ils avaient observés c'était des enfants, ce qui est totalement faux. Anne-Marie nous a dit, 54 ans plus tard, avec toute l'émotion qui était dans ses paroles, que ce qu'ils avaient observé, ils avaient immédiatement compris, à l'âge de 9 ans et 11 ans, que ce n'était pas des enfants. Et là, ils ont pris peur, ils sont partis. Voilà. Oui, en plus de ça, ils avaient la garde de surveiller les vaches, et c'était très important, et quand les vaches sont parties, ça a été la panique, hein, ça a été... voilà, et puis surtout le côté fantaisiste de dire qu'ils ont fait coucou à d'autres enfants, ça c'est complètement bidon. Hein. Bien, donc là c'est vraiment un exemple concret d'une investigation menée sur le terrain. Avec témoins, oui. Qui montre que oui, vous étiez 4 hein, à écouter la déposition de ce témoin de premier ordre. Et c'est assez étonnant parce que pendant 50 ans, cette version n'a jamais été présentée telle que. Ah bah oui. Alors il y a un enquêteur qui l'avait soulevé, qui a dit mais c'est pas sûr qu'ils aient pris les aides pour des enfants, mais c'est passé en filigrane dans une étude qui était vraiment limitée, mais officiellement c'est passé dans le GEPA, c'est passé dans le livre Mystérieuse soucoupe volante qui a été supervisé par Raymond Veillit, Fernand Lagarde et Jacques Vallée. Et à aucun moment, cette version des faits n'a été mis en doute. Et il a fallu que
moi je découvre ça en 2021 et que je me rends compte que ce qui était écrit dans les livres était faux. Voilà. D'accord. Merci Bruno.